Andy est un immortel solitaire, inutile et sans valeur, alors il veut mettre fin à sa vie misérable. Mais Dieu a d'autres projets pour lui, bien différents. Il rencontre une fille maudite qui tue tout ce qu'elle touche. Alors, il tente sa chance de la toucher chaque nuit pour enfin mettre un terme à sa vie misérable et ennuyeuse. Un matin, Foucault termina le dernier chapitre de son manga et cela la laissa profondément triste. À cause de cette fin, elle se dirigea vers un pont, prête à sauter. Avant qu'elle ne puisse le faire, Andy s'approcha d'elle par derrière et l'arrêta. La regardant avec beaucoup trop d'empressement, Foucault sortit un couteau et le prévint « Si tu t'approches, je te couperai ton joystick ». Pardon les gars, elle voulait dire. S'il posait la main sur elle, il mourrait. Andy s'en fichait. Il laissa la lame s'enfoncer juste pour pouvoir la tirer du bord, puis demanda aussitôt ce qu'il en était de son pouvoir de tuer au contact. Après l'avoir posé, il attendit que le coup se produise, mais au lieu de ça, il bascula simplement du côté, s'écrasa sur un train en contrebas et fut déchiqueté. Foucault paniqua et commença à se blâmer, pensant qu'elle avait entraîné quelqu'un d'autre dans sa situation, car elle ne pouvait même pas en finir sans blesser une autre personne. Puis la tête d'Andy réapparut soudainement comme si de rien n'était. Il réalisa que sa terrifiante capacité était en fait un bouclier pour éloigner les gens et les protéger. Il reconstruisit tranquillement tout son corps sur place comme un casa, mais sa tenue, elle, ne revint pas avec. Après avoir vu son petit joystick, comme vous en avez les gars, dégâts émotionnels. Foucault le gifla et s'enfuit, convaincu qu'il était une sorte de démon. Andy la poursuivit, la rattrapa par derrière et lui lança qu'il n'était pas un démon, mais un immortel. Les sirènes de police se rapprochaient. Alors Andy transforma ses jambes sectionnées en propulseurs improvisés et les propulsa vers un toit lointain. Foucault tenta de s'enfuir à nouveau, mais Andy la retint la tête en bas au-dessus du vide et menaça de la lâcher si elle n'expliquait pas son pouvoir. Foucault ne broncha pas. Elle avait déjà décidé que ce jour serait son dernier, alors les menaces n'avaient aucun effet sur elle. Andy continua d'insister, la faisant tournoyer comme une toupie jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de parler. Elle raconta que tout avait commencé avec ses parents. Ils partaient pour un voyage à l'étranger, alors elle les avait embrassés pour leur dire au revoir. Quelques minutes plus tard, leur avion explosa, tuant toutes les personnes à bord, y compris eux. Après cela, elle remarqua une malédiction. Si quelqu'un posait la main sur elle, il finissait blessé. Et plus le contact était fort, plus le malheur qui s'ensuivait était terrible. Andy s'excita et commença à la saisir comme je le fais avec ma copine, les gars, essayant de déclencher le plus grand désastre possible. Mais les gars, vous n'avez qu'un seul désastre dans votre vie et c'est de ne pas avoir de copine. Ça a marché. Une pile de caisses de bananes tomba d'en haut et l'aplatit. Avec Andy écrasé sur le toit, Foucault tenta de s'enfuir, mais elle marcha sur une peau glissante, perdit l'équilibre et bascula par-dessus le bord. En tombant, elle se sentit horrible, pensant qu'elle mourrait avant de jouer avec les gros joysticks de sa vie. C'est chercher de l'aide. Andy sauta après elle, enfonçant des pointes osseuses dans le bâtiment pour les ralentir tout en la retenant. Une fois arrêté, il dit qu'il était content car il avait enfin trouvé quelqu'un qui pourrait mettre fin à sa longue et misérable existence. Il utilisa ensuite ses jambes comme des propulseurs et la transporta jusqu'à sa cachette. Là, il lui dit de se déshabiller afin qu'il puisse vérifier sa mitrailleuse qui n'avait pas servi depuis 69 ans. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Alors elle s'enfuit et il la poursuivit. Un éclat de métal dentelé attrapa son manteau et le déchira, exposant ses cheveux de princesse incroyablement longs. Foucault se mit à pleurer, disant qu'elle n'avait jamais pu les couper parce que sa capacité blessait les gens. Andy décida de les couper quand même, utilisant des compétences acquises durant sa vie sans fin. Quand il eut fini, Foucault le remercia de l'avoir fait ressembler à une méchante pulpeuse. Andy souriait toujours, s'attendant à un énorme coup de malchance, puisqu'il l'avait tenu pendant 15 minutes. Puis des hommes en costume apparurent, et leur chef trancha la tête d'Andy et l'enferma dans une capsule qui arrêtait sa guérison. Avant même que Foucault ne puisse comprendre ce qui se passait, le chef en costume lui passa les menottes et dit « Ce soir, tu seras traité comme une petite amie. » Pardon les gars. Il voulait dire qu'elle était dangereuse aussi. Il expliqua que leur travail consistait à traquer les personnes dotées de capacités. Il qualifia son pouvoir de parfait pour tuer, mais ajouta qu'il était moyen, car facile à esquiver si quelqu'un l'a touché à travers ses vêtements, plutôt qu'à même la peau. Il affirma aussi qu'Andy ne restait là que pour lui voler sa capacité, mais Foucault répliqua, disant qu'Andy n'était pas comme ces types. Le chef tenta de la faire taire en sous-entendant qu'il pouvait simplement l'effacer. Foucault n'eut même pas l'air effrayé par ses agents de seconde zone, bien qu'elle fût trop occupée à se blâmer d'avoir été capturée, puis tout bascula. Un éclair soudain s'abattit, grillant l'homme qui tenait Andy, et Foucault réalisa que cela devait être le déblocage du moment de la coupe de cheveux plus tôt. Andy se releva comme si de rien n'était, arracha un morceau de métal de sa tête, et cela débloqua instantanément les compétences de combat qu'il avait développées pendant 100 ans. En quelques secondes, il mit en déroute l'escouade en costume. Voyant qu'il perdait, le chef changea de tactique et joua sale. Il menaça de tuer Foucault à moins qu'Andy ne lui remette sa tête volontairement. Foucault dit à Andy de ne pas l'écouter, mais Andy l'ignora et lança sa propre tête coupée vers le chef pour la protéger.
Foucault en avait assez d'être impuissante, alors elle sprinta et embrassa Andy pour déclencher la plus grande malchance possible. Andy lui cria immédiatement de courir avant que ça ne frappe, tandis qu'il attrapait le chef et le maintenait en place. Au même instant, une météorite s'abattit sur eux et tout le bâtiment explosa. Après l'explosion, Foucault s'effondra, convaincu qu'Andy était enfin parti, mais il sortit alors des décombres, l'air d'avoir été grillé vif. Foucault fut soulagé et Andy fut choqué qu'un seul baiser puisse provoquer un désastre d'une telle ampleur. Il dit ensuite qu'il devrait aller plus loin et le faire pour augmenter encore plus le déblocage. Foucault s'enfuit, essayant de protéger sa virginité. Andy la rattrapa vite, la coinça et dit qu'il voulait déclencher son déblocage le plus puissant en forçant les choses à aller jusqu'au lit. Seigneur, aie pitié! C'est là que Foucault réalisa qu'il n'utilisait peut-être que sa capacité et elle paniqua car elle ne voulait pas que sa première fois soit avec quelqu'un comme un démon. Elle lui dit que son grand-père n'était mort que 5 ans après qu'elle l'eût embrassé et expliqua que la force du déblocage dépendait de l'affection sincère qu'elle portait à la personne. Si Andy essayait de la forcer, elle le haïrait pour toujours, ce qui signifiait qu'il n'obtiendrait jamais la mort appropriée qu'il désirait. Andy recula, disant qu'il ne la laisserait pas mourir pour l'instant. Il l'emmena dans une pièce remplie d'armes, comme un arsenal de films, et la prévint qu'une autre équipe arriverait le même jour. Foucault pensa que ce serait facile à nouveau, mais Andy répondit que non. Il n'aurait aucune chance car l'autre camp avait aussi des personnes dotées de pouvoir, appelées négateurs. Plus tard, Foucault et Andy partirent à toute vitesse à moto. Quand le ciel s'ouvrit soudainement comme une déchirure dentelée, Andy expliqua que l'Union, la même équipe qui l'avait capturé des années auparavant, utilisait de telles brèches pour se téléporter d'un endroit à l'autre. Un énorme mécha apparut derrière eux et attaqua. Foucault tenta d'intervenir, mais un frimeur d'arts martiaux nommé Shen inversa ses actions avec sa capacité, la piégeant de sorte qu'elle ne pouvait même plus faire un pas correctement. Andy tenta une attaque furtive sur le mécha, mais son corps se bloqua aussi. Le mécha le frappa d'un seul coup de poing et l'envoya voler. Foucault s'en prit à Shen pour cela, mais Andy expliqua que c'était le mécha qui gelait les gens avec son propre pouvoir. Andy continua de se battre, enchaînant les coups comme dans un combat de rue sauvage, jusqu'à ce que le mécha lui arrache finalement la tête. Shen expliqua alors à Foucault que son camp était l'Union, un groupe de 10 négateurs. Ils n'étaient là pas chassés, mais seulement parce qu'ils acceptèrent des missions et faisaient le sale boulot. Foucault reprit espoir, pensant que les rejoindre arrêterait la chasse pour elle, et Andy, le gamin mécha, coupa court, disant que toutes les places étaient armes et prises, puis tenta d'assommer Foucault d'un coup de poing. Andy le bloqua et l'attira hors de danger. Foucault pressa une main sur la poitrine d'Andy pour créer de l'espace et les avertit qu'une énorme vague de déblocage était sur le point de frapper. À ce moment précis, un train entier s'écrasa et explosa. Pourtant, les membres de l'Union, étrangement, ne subirent aucun dégât. Ils poursuivirent Andy à l'intérieur d'un bâtiment. À l'intérieur, Andy comprit quelle était la capacité du mécha, mais il remarqua ensuite des explosifs et l'endroit fut dévasté. Quand le mécha revint pour l'achever, Andy y mit fin en tirant un doigt détaché directement dans sa tête. Après cela, Andy et Shen s'affrontèrent tard de près comme des lutteurs. Andy tenta d'en finir avec sa lame, mais Shen arrêta son mouvement à la dernière seconde. Shen évita aussi le déblocage de Foucault et dit qu'une place à l'Union était désormais disponible, remplaçant le mécha. Andy dit à Foucault de la prendre. Elle refusa et fit un discours émouvant sur le fait de rester avec Andy. « Les gars, je ne vois plus ce genre de loyauté dans le monde d'aujourd'hui. Restez forts !» Shen décida de les aider à éliminer un autre membre de l'Union, afin que tous deux puissent la rejoindre, leur donna les informations pour traquer la cible, puis retourna à la base. Une fois Shen parti, Andy dit à Foucault de ne plus refaire une chose pareille, puis ajouta que le plan était d'aller en Russie pour éliminer le membre de l'Union. Plus tard, Andy et Foucault se dirigeaient vers la Russie sur un yacht lorsque des avions de chasse ennemis commencèrent à leur tirer dessus. Andy n'hésita même pas, il se trancha le bras, le remodela en lanceur et abattit l'un des avions. Foucault demanda si cela signifiait qu'ils étaient officiellement dans l'Union maintenant. Andy lui répondit non. Pour être accepté, il devait encore éliminer quelqu'un portant le symbole de l'Union. Il dit que leurs options étaient en gros 3 négateurs et l'une d'elles était une femme capable de créer des murs invisibles. Il l'avait combattue des années auparavant et avait perdu, alors il prévint Foucault que la rencontrer à nouveau serait vraiment très grave. Cela fit réaliser à Foucault qu'Andy n'était pas invincible, il avait des adversaires qu'il ne pouvait pas gérer facilement. Juste après cela, une femme de l'Union aux cheveux roses tira un énorme missile, détruisant le yacht. Foucault fut piégé sous l'eau, sous des débris. Andy utilisa sa régénération de mort-vivant pour la libérer et quand ils refirent surface, il lui dit de lever les mains comme s'il se rendait à quiconque se trouvait au-dessus d'eux. Puis il admit que c'était un faux. Il testait si Foucault pouvait déclencher son pouvoir de malchance exprès. Tout en parlant, il mentionna aussi ce qu'il avait fait pendant qu'elle était inconsciente. Il lui avait fait un très long bouche à bouche pour la maintenir en vie. Foucault paniqua fortement et cette réaction déclencha instantanément sa capacité. Une vague massive les projeta sur le toit de l'avion ennemi. Là-haut, Andy tua le pilote avec une technique d'épée sanglante appelée lune croissante écarlate. Ils restèrent bons sur l'avion jusqu'à ce qu'il atteigne une zone forestière, puis l'appareil explosa. Andy sauva Foucault avec une manœuvre d'atterrissage, mais cela dévasta son corps et lui brisa de nombreux os. Après cela, Andy partit chercher de la nourriture.
Pendant son absence, des gars du coin se sont pointés et ont tenté leur rise sur Foucault, mais elle les a rejetés parce que les gars, leur rise est comme le vôtre. Elle a fini par arriver sur une plage et a rencontré une fille excentrique qui peignait. La fille montra ses œuvres d'art et tendit une planche à Foucault pour qu'elles puissent de peindre ensemble. Une fois qu'elles eurent terminé, Foucault se confia sur à quel point elle était malheureuse avant de rencontrer Andy et comment il l'avait aidée à changer. La fille flotta soudainement vers le haut en utilisant une barrière. Andy se précipita, mais une explosion de barrière le projeta au loin. Quand il toucha le sol, il révéla la vérité à Foucault. Cette peintre était Gina, la négatrice, qui l'avait battue des années auparavant. Gina mit son chapeau et fit une entrée des plus dramatiques. Descendant lentement un escalier fait de sa propre barrière, elle courut vers Andy comme si elle voulait un câlin, mais il l'arrêta en plaisantant qu'il la trancherait avec son épée. Foucault demanda si Gina était celle qui avait capturé Andy 50 ans auparavant. Gina répondit oui et admit même l'avoir observé pendant tout le temps où il était enfermé. Foucault ne comprenait pas comment Gina pouvait paraître si jeune, et quand Andy tenta de donner la vraie raison, Gina le coupa court avec un coup de barrière dangereux. Puis Gina affirma qu'elle avait aimé Andy en premier et commença à expliquer comment son attitude insouciante l'avait séduite après qu'elle l'eût capturé. Elle dit l'avoir perdu quand il s'était échappé 40 ans auparavant, mais l'avoir retrouvé grâce à ce qu'il faisait avec Foucault. Andy l'interrompit en spammant des attaques de grenades, mais Gina les encaissa et avança, disant qu'elle voulait qu'Andy prenne la place de l'Union seule. Andy lança une grenade flash pour la désorienter, puis se précipita avec une série de coups, mais chacun d'eux fut arrêté par sa barrière. Comme il ne pouvait pas la briser, il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Gina continuait d'approcher et Andy tenta de comprendre ce qu'elle néguait réellement pour créer ces murs, jusqu'à ce qu'elle le neutralise en le frappant avec son chapeau. Gina immobilisa sa partie inférieure avec ses barrières et lui dit d'arrêter de se mettre en danger pour Foucault. Andy ne bougea pas, disant que Foucault ne mourrait pas avant lui. Gina s'approcha, son chapeau tournant comme une scie, et dit qu'elle lui prendrait la tête à nouveau, comme 50 ans auparavant. Andy dit à Foucault qu'il avait enfin compris sa capacité. Puis il fit quelque chose de fou. Il se coupa la tête, projetant du sang partout. Il expliqua que le pouvoir de Gina était inchangé, ce qui lui permettait de contrôler la façon dont l'air se modifiait. Et c'est pourquoi ses boucliers et ses attaques sont normalement invisibles. Avec du sang partout, ses mains d'air devinrent visibles. Foucault attrapa la tête d'Andy et son corps se reconstruisit sous sa chemise en buvant du lait. Une fois qu'il eut fini de boire, Gina attaqua de nouveau, mais Andy esquiva, car il pouvait maintenant voir exactement où les attaques aériennes se déplaçaient. Alors qu'il montait, Andy tenta de discuter stratégie avec Foucault, mais il percuta un mur invisible et une tempête de rayons laser inonda la zone. Gina se précipita de nouveau sur eux avec son chapeau tronçonneuse et Andy le bloqua avec son épée. Andy bondit en arrière et dit à Gina qu'il ne laisserait pas Foucault mourir tant qu'il ne l'aurait pas fait tomber amoureuse de lui, car ce n'est qu'alors que la malchance de Foucault pourrait lui offrir la mort qu'il désire. Cela fit exploser Gina de rage, lançant des attaques sans arrêt. Andy continua de les esquiver, puis riposta en étalant du sang sur son champ de force. La vision de Gina étant brouillée, ils ouvrirent une brèche dans la barrière. Foucault lança la tête coupée d'Andy à travers l'ouverture et sa malchance accumulée déclencha une énorme explosion laser qui s'abattit sur eux. Alors que Gina commençait à s'évanouir, elle dit à Foucault que sa peinture était magnifique, puis pleura et leur dit de partir pour qu'il ne voie pas ses étiquettes et qu'il ne voie pas son visage laid et vieilli. Andy n'écouta pas, il la trouva belle et l'embrassa. Après un certain temps, Foucault sanglotait encore fort, serrant la veste de l'union de Gina comme si elle ne pouvait pas la lâcher. Andy lui dit que Gina cherchait une issue depuis longtemps et qu'il lui avait même dit qu'une fois évadée de captivité, elle serait sa première cible prioritaire. Il remercia aussi Foucault, disant que son déblocage avait finalement permis à Gina d'être libérée. De nulle part, le ciel s'ouvrit et une énorme créature les traîna directement à la base de l'Union. Pendant qu'ils tombaient dans les airs, Andy tira ses balles de doigts sur les membres, mais ils les neutralisèrent tous instantanément et il finit par s'affaler sur une chaise à leur table de réunion. Une femme masquée nommée Juiz le salua et présenta l'équipage, et Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ichiko, Top et Nico les fixèrent tous comme s'ils étaient jugés. Puis Tatiana projeta soudainement Andy contre un mur et Billy lui intima d'arrêter car l'Union n'autorisait pas les membres à se battre. Tatiana baissa les yeux et réalisa que ses mains étaient déjà abîmées par les coups d'Andy et Juiz intervint avec sa capacité pour empêcher que cela ne dégénère en une bagarre générale. À minuit, Juiz invoqua une créature nommée Apocalypse et celle-ci énonça 6 missions. La première était de capturer un humain nommé Bern et la récompense était l'ouverture d'un 11e siège supplémentaire au sein de l'Union. La deuxième était de capturer Manger, ce qui révélerait où se trouvait le négateur imbrûlable. La troisième tâche était de neutraliser le langage et la récompense était de faire en sorte que le monde partage une seule langue unifiée. La quatrième consistait à capturer le négateur invisible avec pour récompense l'emplacement de l'humain Appel. Ensuite, la cinquième était de trouver l'humain passé et le prix était un artefact appelé Rébellion. Et la dernière était de capturer l'humain Gashi, ce qui leur donnerait l'emplacement du négateur irréparable.
Apocalypse avertit que s'il ne terminait pas tout avant le mois d'août, la punition serait qu'un humain appelé Galaxy serait ajouté au monde. Quand Top expliqua ce qu'était Apocalypse, Foucault se lança dans une diatribe enflammée sur le fait qu'il ne devrait pas continuer à lui obéir. Juiz la coupa court et dit qu'il devait accomplir les missions s'il voulait avoir une chance de tuer le dieu lié à ce livre d'Apocalypse. Foucault n'était toujours pas convaincu, alors Juiz lui dit que la seule façon de survivre était de devenir numéro 1 de l'Union en obtenant le plus de victoires. À ce moment-là, Andy attrapa Apocalypse et demanda quelle mission était la plus difficile et elle désigna Gashi. Andy réclama immédiatement cette quête et choisit Shen pour être le dernier membre de leur équipe. Après un certain temps, Shen expliqua à Andy pourquoi l'uniforme de l'Union était si important. Andy s'en fichait et dit en gros « Je vais bien sans ». Puis une alarme se mit soudainement à hurler parce que l'UMA Vêtements s'était échappé de sa cellule. Elle attaqua aussitôt et Andy la neutralisa rapidement. Mais cela ne mit pas fin à tout. L'UMA se glissa dans Mui et s'empara de son corps. Mui se muscla instantanément et devint folle, chargeant Andy et Shen comme si elle était une personne différente. Pour l'arrêter sans la blesser gravement, Foucault utilisa son déblocage d'une manière super simple. Elle fit tomber la brique qui frappa Mui à la tête. Mui s'effondra et au moment où elle s'évanouit, l'UMA sortit d'elle. Elle s'accrocha à Andy et se transforma en un costume cravate complet sur lui. Encore plus fou, la tenue ne se désintégra pas, même après avoir subi un énorme coup de déblocage. Peu de temps après, Nico reçut des nouvelles de sa femme de chambre. Gashi avait été repéré à New York. Andy s'enthousiasma pour une raison totalement aléatoire. Il pensait déjà à manger de vrais burgers américains pendant la mission. Quelques heures plus tard, Andy et Foucault roulaient dans les rues américaines et tous deux appréciaient le paysage. Pendant qu'ils conduisaient, Foucault lut les détails de la mission sur la lettre de quête. C'est alors qu'ils découvrirent que la destination était une ville appelée Longing. Juste après cela, Shen apparut et la prévint. Gashi ne travaillait pas seul, il avait toute une armée de zombies fait maison. Foucault demanda s'ils avaient la moindre chance contre ça et Shen répondit en diffusant une vidéo enregistrée. Elle montrait des agents qui avaient exploré la zone plus tôt et avaient été complètement anéantis. Cette nuit-là, Shen rencontra Foucault à l'écart de tout le monde et lui dit de ne pas s'inquiéter. Lui et Andy s'occuperaient de Gashi, mais Foucault refusa de rester en arrière. Elle dit que terminer cette quête pourrait les mener à Rip, et elle croyait que Rip pourrait connaître un moyen de résoudre le problème d'Andy de ne pas pouvoir mourir. Quand Foucault demanda à Shen pourquoi il avait accepté cette mission, Shen admit qu'il avait sa propre raison, il voulait rencontrer Victor, le dieu de la victoire. Le lendemain, ils atteignirent enfin Longing. Au moment de leur arrivée, Andy sortit un lance-missile et fit exploser les murs et les zombies se précipitèrent instantanément sur eux. Andy ne ralentit pas du tout, il traversa directement l'essaim et s'enfonça au milieu de la ville. Au centre, il utilisa un mouvement d'épée brutal basé sur le sang, appelé lune croissante écarlate, anéantissant un énorme groupe de zombies d'un seul coup. Après cela, il repéra une zombie qui ne semblait pas encore entièrement transformée. Andy décida de la garder et de l'utiliser comme guide pour atteindre Gashi, mais Shen le prévint de rester prudent. Il dit que l'UMA avait déjà activé son pouvoir, et une fois que vous entrez dans la portée d'Aonuma, sa règle vous frappe immédiatement, sans exception. Puis Andy remarqua quelque chose d'effrayant. Un compte à rebours était apparu sur son estomac. Et quand il atteignit 0, son corps commença à pourrir rapidement. D'une manière telle que même sa régénération est inutile, tout comme vous, les gars. À ce moment-là, Andy dit à tout le monde qu'il allait clapper une zombie. Pardon, les gars, je veux dire, il allait épouser la fille zombie et ils étaient tous super confus. Il a dit que comme il était en partie mort-vivant, il pouvait comprendre le langage des zombies. La fille a fait un marché, s'il l'épousait, elle lui dirait où se trouvait Spoil. Foucault a donné son accord, mais avant qu'Andy ne continue, Shen lui a rappelé qu'ils étaient censés capturer Spoil, pas le tuer. Pendant ce temps, Foucault a vu un enfant d'apparence normale dans les égouts et a couru après lui. Shen l'a arrêté, la prévenant que la capacité de Spoil pourrait l'affecter. L'enfant a alors pointé une arme sur eux, les accusant d'être là pour faire du mal à son équipe. Foucault s'en fichait, elle s'est précipitée et l'a serré dans ses bras, entrant même dans la zone de Spoil. Shen l'a rejointe et ils ont tous les deux eu des compteurs sur leur corps. Ailleurs, Andy était en plein mariage avec la fille zombie. Pendant les vœux, elle lui a demandé de libérer ses amis morts-vivants. Puis, elle a montré une statue où Spoil se cachait. Andy l'a caché et Spoil est apparu, ressemblant à un titan inutile. Andy a frappé le monstre encore et encore avec la cloche de la ville, ralliant les zombies proches à se joindre au combat. Pendant ce temps, dans les égouts, Foucault s'est présenté à un garçon qui a dit s'appeler Ken. Il lui a dit qu'il était l'aîné du groupe et qu'il sentait que c'était sa responsabilité de protéger tout le monde. Foucault a promis d'aider et a doucement demandé ce qui s'était passé. Ken a expliqué qu'il y a juste une semaine, la vie et l'envie étaient paisibles. Tout le monde passait un bon moment jusqu'à ce que Spoil apparaisse et commence à transformer les habitants en morts-vivants. Sa professeure a agi rapidement, l'entraînant, lui et les autres enfants, dans un bunker caché. Juste avant de se transformer, elle les a encouragés à continuer de poursuivre leurs rêves. Quoi qu'il arrive, l'une des enfants, Mi, a commencé à pleurer quand son compte à rebours était presque à 0. Ken l'a réconfortée en parlant de son rêve de devenir fleuriste. Alors qu'elle souriait, Foucault a remarqué que le numéro de son minuteur remontait.
Soudain, de forts bruits venant d'en haut ont attiré leur attention. Ils sont montés pour voir ce qui se passait et ont été choqués de voir des zombies aider Andy au combat. Il se donnait à fond, lançant des attaques folles, comme s'il sortait tout droit d'un animé shonen. Il a laissé sa mariée zombie et les enfants aux soins, et Ken l'a reconnu, c'était leur professeur. De nulle part, un zombie a percuté Fuko, puis a chargé Spoil et est tombé raide mort d'une manière hilarante et malchanceuse. C'est là qu'Andy a compris, il a crié aux zombies de toucher Fuko pour devenir des bombes ambulantes. Fuko a commencé à protester, mais la professeure est intervenue et l'a serré dans ses bras avec un sourire. Les larmes aux yeux, Fuko l'a serré en retour à main nue et tout. Alors que la professeure se précipitait sur Spoil, Fuko l'a averti qu'une grande malchance arrivait. Spoil l'a attrapé en pleine course, déclenchant une explosion massive lorsqu'ils ont percuté un bâtiment piégé avec des explosifs. Pendant que Fuko marquait plus de zombies, Shen s'est assuré que Ken et les autres retournent au bunker. Fuko a dit plus tard à Andy qu'elle et la professeure étaient maintenant maudites par le pouvoir de Spoil. Andy a décidé qu'il devait arrêter d'essayer de capturer la chose et se concentrer uniquement sur sa destruction. Juste à ce moment-là, Spoil a aspiré tous les zombies environnants et s'est transformé en une forme plus grande et plus effrayante. Il a tiré une énorme explosion qui a fait fondre la statue de la Liberté à des kilomètres de distance. Mui a appelé par radio, avertissant l'équipe de ne pas se faire toucher, mais Spoil ne s'est pas retenu. Il a tiré une tonne de rayons d'un seul coup. Andy a remarqué que son bras avait été touché, alors il l'a immédiatement coupé, réalisant que les rayons causaient une mort instantanée à tout être vivant. Il s'est lancé dans le combat mais a été projeté et cloué au sol. Le monstre a ensuite étiré sa tête vers Shen et Fuko, vociférant qu'il allait tout anéantir. Shen s'est soudainement enfui et Spoil a commencé à jubiler. Fuko a crié qu'elle n'irait nulle part tant qu'elle n'aurait pas atteint ses objectifs, ce qui a fait augmenter son compte à rebours. Shen s'est joint à elle, disant que son rêve était de devenir un chef-d'œuvre, puis a frappé Spoil à la tête avec son bâton, augmentant son propre compte. Andy l'a averti de ne pas s'approcher trop près, mais Shen a dit qu'il était en sécurité. L'effet ne fonctionnait que près du corps de Spoil. Il a utilisé son arme spéciale, Go, utilisée par le roi singe en Chine, qui pouvait rétrécir et s'étendre pour frapper à distance. Shen a immobilisé le monstre avec sa capacité et a continué à le frapper à la tête, le laissant étourdi et confus. Son pouvoir, appelé Untruth, annulait toute pensée de son ennemi, mais la seule condition était qu'il devait vraiment aimer la personne pour que cela fonctionne. Quand Spoil a essayé de tirer un autre rayon de mort, Shen l'a arrêté net. Il était excité par le combat, surtout parce qu'il espérait que cela mènerait à l'apparition de Victor. Pendant que Shen tenait toujours la ligne de front, Andy a touché Fuko avec désinvolture afin de pouvoir redevenir une bombe. Elle a paniqué et l'a giflé. Andy a marché vers Spoil, mais est soudainement tombé dans un trou. Shen a couru pour l'aider, mais Spoil a riposté avec un épais nuage de fumée qui a complètement brouillé la visibilité de Shen. Fuko a alors soulevé un détail clé, l'espace ne permet pas la pourriture puisqu'il n'y a pas d'humidité dans le vide. Cela a donné à Shen une idée folle. S'il pouvait lancer Spoil dans l'espace, ses pouvoirs seraient inutiles. Shen a mis Andy au courant et lui a fait savoir qu'il devrait libérer sa forme de dieu pour survivre au voyage. Mui a donné la localisation et Andy a saisi le bâton Kingo et s'est téléporté, lui et Spoil, dans l'espace. Avant de partir, il a remis son limiteur à Shen. En orbite, Spoil a réalisé qu'il était affaibli mais a quand même tiré sur Andy au visage avec ce laser. Andy a haussé les épaules, a guéri instantanément et a pris sa forme de dieu de la guerre. Avec des cheveux incroyablement longs, style Super Saiyan 3, il a mis une raclée à Spoil, lui a envoyé la tête volée vers la terre, puis est revenu avec style. Mui a confirmé que le travail était fait, alors Shen a fait sortir Ken et ses amis de là. Shen a téléporté le noyau de Spoil au QG, mais savait que quelque chose n'allait pas. Andy a fait son entrée, mais à l'intérieur, Victor commençait à se battre pour reprendre le contrôle. Quand il a réalisé qu'Andy faisait tout cela pour Fuko, il a fait un mouvement vers elle. Shen est intervenu, mais Victor a dépassé sa capacité comme si de rien n'était et l'a rapidement mise à terre. Fuko l'a rapidement touché pour déclencher sa malchance, mais cela ne l'a pas affecté. Alors que Victor essayait de l'éliminer, Fuko a parlé droit au cœur, rappelant à Andy tous les rêves qu'ils avaient encore ensemble, mais même là, rien ne s'est passé. Shen a lancé Victor dans le ciel avec un mouvement d'arts martiaux habile et juste après, le reste de l'équipe de l'Union est apparu, prête à en découdre. Ils se sont déchaînés avec des attaques puissantes qui semblaient le submerger au début, mais Victor n'est pas resté à terre, il a juste créé un tout nouveau corps comme si de rien n'était. C'est alors que Juiz est intervenu, le défiant en duel à l'épée. Les deux se sont affrontés durement, échangeant des coups intenses. Juiz a finalement coupé Victor en deux, mais même cela n'a pas suffi. Il a tiré une rafale de balles d'oie sur Fuko et Shen. Heureusement, Top a fondu sur eux comme l'éclair et les a mis hors de danger avant que les tirs ne puissent les atteindre. Victor n'avait pas encore fini. Il a essayé de les écraser avec Kingo, mais Shen a rapidement rétréci le bâton en plein vol, l'empêchant de les frapper. Fuko a remercié Top de les avoir sauvés et il a balayé ça d'un revers de main, mais elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il semblait courir sans aucune direction. Quand elle a demandé comment il pourrait-tu bien battre Victor, Top a admis qu'il n'en avait aucune idée. La dernière fois, il n'y était parvenu que grâce à l'aide de Gina.
Foucault lui a dit de l'emmener voir Andy, mais Top l'a averti qu'Andy n'était plus vraiment lui-même. Shen lui a remis la carte de limiteur d'Andy et une arme pour sa protection. Même s'ils ont essayé de l'arrêter, elle s'est enfuie vers le combat. Puisqu'il ne pouvait pas la convaincre de rester, Top est devenu son transport personnel et les deux ont discuté en sprintant ensemble. De retour au combat, l'équipe de l'Union se battait toujours durement contre Victor, mais il a égalisé les chances en se clonant suffisamment pour combattre chaque membre de l'Union à la fois. Quand Foucault et Top sont arrivés, elle a rapidement désigné quel Victor était le vrai, celui qui affrontait Juiz. Top a demandé comment elle pouvait le savoir et elle a expliqué qu'elle avait vu le ridicule pagne d'Andy dépasser quand son pantalon s'était déchiré. Sans avertissement, Foucault a sauté sur Victor et a pressé sa poitrine nue contre lui. Elle a crié que même si elle n'aimait pas le gars, son geste déclencherait un effet de malchance massif juste par contact physique. Juiz a entendu cela et a dit qu'elle ramènerait la conscience d'Andy pendant une fraction de seconde, juste assez de temps pour que Foucault le marque avec sa capacité. Victor a juré qu'il ne laisserait plus Andy reprendre le dessus et a invoqué plus de clones pour l'attaquer, mais l'équipe de l'Union est intervenue et a anéanti les faux. Juiz a chargé Victor, épée enflammée à la main. Il l'a bloqué, mais elle a crié aux autres de protéger Foucault pendant qu'elle tentait une autre frappe. Foucault a essayé de ramener Andy à la surface, Victor a tiré une balle d'oie sur son visage, mais Top a repoussé sa main avant qu'il ne puisse tirer. Pensant à tous ces moments avec Andy, Foucault a elle-même appuyé sur la gâchette, tirant sur Victor à la tête. Elle a ensuite enfoncé sa main dans le trou de balle, disant à Andy qu'elle était sur le point de déclencher la malchance la plus folle de tous les temps. Andy est revenu à lui, a embrassé Foucault et a dit qu'ils finiraient leur jeu plus tard. Elle a averti tout le monde de bouger, sa malchance arrivait vite. Victor a essayé de les poursuivre, mais Shen l'a immobilisé avec sa capacité. Puis, boum, une pluie de météores massifs s'est écrasée et a complètement effacé Victor et la ville. Quand ce fut fini, Foucault a trouvé Andy dans les décombres et a soigneusement replacé sa carte de limiteur dans sa tête. Des heures plus tard, Foucault reprend enfin conscience à l'infirmerie et commence immédiatement à crier sur Andy pour avoir failli se faire tuer. Sa voix est tremblante alors qu'elle admet qu'elle avait peur de se retrouver seule à nouveau. Andy pose simplement sa main sur sa tête et la remercie de l'avoir ramenée à la raison. Pour la calmer, il lui montre une pile de lettres du groupe de Ken et explique que l'orphelinat de l'Union s'occupera d'eux désormais. Après quelques taquineries et bavardages, ils retournent à la salle de briefing où Apocalypse attend pour passer en revue les 6 missions. Ailleurs, dans un bâtiment en ruine, un homme avec un cache-œil à Unseen attaché à une chaise, du sang coulant de son corps invisible. Il explique qu'Unseen peut se cacher, lui, et tout ce qu'il considère comme sien, juste en fermant les yeux. Il a même ouvert l'estomac d'Unseen pour qu'il ne puisse pas s'échapper, puis propose de désactiver la capacité si Unseen rejoint son camp. De retour à la table ronde de l'Union, Foucault est stupéfaite quand Apocalypse apparaît et réalise qu'elle a dormi jusqu'au 31 août. Apocalypse commence à lire les résultats. Premièrement, ils ont accompli la mission de capturer Uma Bern, gagnant une 11e chaise à la table pour un nouveau négateur. Ensuite, il dit qu'ils ont aussi capturé Uma Heat et la récompense pour cela est la localisation du négateur Unburned. La 3e mission, vaincre Uma Language, est également accomplie et le prix est que chaque langue sur Terre a été convertie en anglais. Shen parle chinois à Mui, mais elle ne peut rien comprendre, prouvant que les gens normaux ne peuvent utiliser que l'anglais maintenant. Apocalypse continue en disant qu'ils ont terminé la 4e mission en piégeant un passé et en retour, il leur donne la localisation de l'artefact Rébellion. Puis il annonce que la 5e tâche, capturer Spoil, est également accomplie et remet la localisation d'Unrupert. Foucault est excité car cela signifie qu'il pourrait enfin y avoir un moyen de réparer Andy. Mais Andy ne semble pas intéressé. La seule mission qu'ils ont échouée était la dernière, retrouver Unseen. Andy souligne que chaque agent envoyé après Unseen est mort et suppose qu'un repère l'a capturé en premier. En guise de punition, Apocalypse crée un être géant appelé Uma Galaxy et l'envoie à la surface. Juiz répond en invoquant Uma Move qui téléporte instantanément l'équipe en Australie. Une fois arrivée, elle explique à Foucault qu'ils doivent gérer cette UMA de pénalité car les UMA viennent toujours avec des règles qui peuvent éventuellement détruire l'humanité. UMA Galaxy commence alors à construire un mini-système solaire et Nico demande à un groupe de scientifiques non négateurs d'envoyer des informations sur cette nouvelle configuration directement dans son cerveau. Après le transfert, Nico dit à tout le monde que des aliens créés par UMA Galaxy envahissent maintenant la Terre et un énorme ailé d'aliens nommé Hack apparaît, exigeant la reddition de l'humanité. Après avoir entendu son discours, Juiz active sa capacité d'injustice et force les vaisseaux aliens à se détruire mutuellement. Elle avertit Andy et Foucault qu'ils ne peuvent plus se permettre de pénalités car ils sont déjà au numéro 99 et la 100e mettra fin au monde. Leur objectif principal est maintenant de trouver un 11e membre pour la table ronde, car s'ils ne remplissent pas le dernier siège dans les 3 mois, ils seront frappés d'une autre punition. Finalement, Juiz effraie Zach avec un avertissement glacial et envoie Andy, Foucault et Tatiana localiser Unrupert. Quelques jours plus tard, Foucault est dans un centre commercial, stressé par toutes les célébrités autour d'elle.
Andy apparaît dans un costume flashy, essayant de la calmer et de la mettre dans son rôle. Plus tôt, ils étaient dans un jet privé. Pendant le vol, Andy a dit à Foucault que la vente aux enchères qu'il ciblait est un marché souterrain qui échange des négateurs, quelque chose que l'Union n'a toujours pas fermé. Il est géré par des groupes mafieux de différents pays et il change constamment de lieu, donc c'est difficile à suivre. Malgré tout, Juiz a réussi à trouver leur prochain événement. Andy explique que la vente aux enchères aura lieu à minuit le lendemain, sur un bateau de croisière au port de Rio de Janeiro. Leur travail est de s'y infiltrer en tant qu'invité en utilisant 3 laissez-passer que Nico a fabriqués afin qu'ils puissent chercher un repère. Puisque seules les célébrités sont autorisées, ils auront besoin de déguisements. De retour au centre commercial, Foucault panique lorsqu'elle essaie les tenues qu'Andy a choisies. Il admet avoir choisi des vêtements révélateurs afin de pouvoir déclencher sa malchance. Malchance en touchant sa peau nue. Foucault repense à une conversation avec Juiz où elle avait dit qu'elle avait peur de retenir Andy et Tatiana. Juiz lui a dit qu'elle croyait que la malchance de Foucault deviendrait un jour assez forte pour vaincre Dieu. Elle veut que Foucault continue de faire équipe avec Andy et tombe plus profondément amoureuse de lui afin que sa capacité devienne assez forte pour arrêter le Ragnarok à venir. Au final, Foucault choisit une contrefaçon bon marché de la robe du Met Gala de Cardi B. Alors qu'il quitte le centre commercial, Andy recommence à agir bizarrement, alors elle utilise sa malchance pour le frapper. Plus tard, il s'assoit au bord de l'eau. Andy admet qu'il ne sait pas si son corps lui appartient vraiment ou à Victor. Foucault promet que peu importe le nombre de fois où Victor prendra le dessus, elle ramènera toujours Andy. Elle tend la main pour l'aider à se relever, oubliant qu'elle ne porte pas de gants et sa malchance s'active. Dès qu'elle le touche, Tatiana arrive soudainement et l'écrase, puis elle explique le plan. Andy et Foucault entreront à la vente aux enchères en se faisant passer pour un couple marié. Pendant qu'elle enquête à l'extérieur, plus tard, Foucault et Andy entrent sur le navire de la vente aux enchères déguisés. Quand ils atteignent la salle de bal, Foucault se tend après avoir entendu des invités élégants parler nonchalamment d'Uma. Ils se déplacent vers une zone plus calme où Andy explique qu'ils peuvent parler et écouter en anglais grâce à un gadget que Shen leur a donné. Foucault commence à penser que les gens vendus ici pourraient avoir des vies aussi dures que la sienne autrefois. Mais Andy lui remonte le moral et répète qu'il reste avec l'Union. Sur un autre pont, Rupert se fait également passer pour un homme marié avec son assistante Lada. Quand des gardes ouvrent le feu sur lui, il les anéantit en un instant puis appelle ses partenaires, Fun et Creed. Tatiana les repère en train de comploter et avertit les autres que 4 négateurs se sont infiltrés sur le navire. Juiz explique que ce groupe est composé de chasseurs de négateurs qui s'emparent d'autres négateurs par la force pour alimenter leur rancune contre le monde. Foucault monte sur le dos d'Andy alors qu'ils se préparent à les affronter. Andy charge dans la salle de bal avec Foucault sur son dos, abat un garde qui se met en travers de son chemin et crie à Tatiana de lui lancer son épée. Il atteint un couloir où d'autres gardes commencent à tirer. Tatiana lui lance l'épée et Foucault déclenche une explosion de malchance qui les projette vers un niveau inférieur. Andy dévale les escaliers, elle toujours accrochée, et se retrouve dans un autre couloir rempli de dynamite qui explose à l'impact. Ailleurs sur le navire, un jeune négateur nommé Chikara est acculé par un garde. Il immobilise l'homme avec sa capacité, mais quand il essaie de courir, le garde recommence à bouger. Il réalise qu'il ne peut pas arrêter le garde et s'échapper en même temps et panique, ne sachant que faire. De retour à l'école, peu de temps avant cela, Chikara avait paniqué quand tout le monde sauf lui avait commencé à parler anglais. Et au moment où il s'est emporté en japonais, des hommes en costume l'ont attrapé et emmené. Dans le présent, Chikara tremble en remarquant que son pouvoir s'est estompé et que le garde Yakuza vise sa jambe. Avant que le tir n'atteigne sa cible, le garde est soudainement neutralisé par Rupert. Alors qu'Rupert s'approche de lui, il explique que la capacité de Chikara lui permet de figer les mouvements des autres. Tant que Chikara lui-même ne bouge pas, il qualifie Chikara de négateur de type retenu exact qu'il recherchait. Chikara panique et essaie de faire semblant d'être juste un enfant normal parlant un anglais horrible et cassé pour paraître ignorant, mais Creed n'est pas dupe. Pour le tester, Creed pointe une mitrailleuse sur Chikara et commence à compter à rebours à partir de 5. Terrifié, Chikara pense qu'il est sur le point de mourir. Quand Creed ouvre le feu, Andy saute devant Chikara et encaisse les balles avec son propre corps. Foucault se précipite aussi et glisse une cravate spéciale autour du cou de Chikara afin qu'il puisse comprendre ce qu'ils disent. Ripper tranche nonchalamment la gorge d'Andy et le sang jaillit. Il explique que la blessure d'Andy ne se refermera pas tant qu'Andy ne mourra pas réellement. Quand Andy essaie de couper la tête d'Ripper lui dit que c'est inutile car son pouvoir annule toute forme de guérison. Il leur ordonne de livrer Chikara afin qu'ils puissent le tuer et donner sa capacité à quelqu'un de meilleur. Tex Idid place sa formation. Au lieu de cela, Andy charge. Foucault coupe la tête d'Andy exprès et sa tête volante percute directement Ripper. Au même moment, Tatiana fait irruption sur la scène et écrase Creed contre un mur. Andy tente un autre mouvement d'épée sur Ripper, mais Ripper esquive et tranche les bras d'Andy. Andy lui lance ses propres bras coupés, mais Lada bloque l'attaque avec sa capacité. Ripper se moque de Chikara, le traitant de lâche qui ne mérite pas son pouvoir, et parle de son objectif de prendre le contrôle du pays.
Andy aveugle Lada un instant en lui jetant du sang dans les yeux, la mettant hors de combat. Unrepair lance alors une lame vers Chikara. Andy essaie de le protéger, mais la lame traverse le bras d'Andy et poignarde Fuko à l'estomac. Andy est sur le point de déchaîner sa forme de combat bestial sur Unrepair, mais Fuko l'arrête. Unrepair s'échappe lorsque des gardes armés se précipitent. Alors que les gardes ouvrent le feu sur eux, Chikara se souvient des dernières paroles de sa mère. Ce souvenir lui donne la détermination qui lui manquait et il utilise une version plus forte de son immobilité pour arrêter toutes les balles en plein vol. Alors que les gardes ouvrent le feu sur eux, Chikara se souvient des dernières paroles de sa mère. Ce souvenir lui donne la détermination qui lui manquait et il utilise une version plus forte de son immobilité pour arrêter toutes les balles en plein vol. Creed ouvre le feu sur Tatiana avec sa mitrailleuse, mais chaque balle rebondit sur son armure, sans même la rayer. Agacé, il lui lance une grenade. Cette explosion ne fait rien non plus, alors Tatiana s'apprête à lui fracasser la tête d'un coup de poing. Avant qu'il n'atteigne sa cible, Feng intervient et bloque le coup, donnant à Creed le temps de lui lancer encore plus de grenades. Tatiana observe Fang et essaie de comprendre quel est son pouvoir. Soudain, il la pousse et elle réalise que de fines fissures se propagent sur son armure. Sa négation est en train de briser silencieusement son costume de l'intérieur. Par les communications, Andy lui dit que Fuko a été blessé par Unrepair et qu'ils ont moins d'une heure pour le tuer, ou Fuko mourra. Cette nouvelle fait repenser Tatiana à la toute première fois qu'elle a rencontré Andy. Juste après cette première rencontre, elle l'a tiré dans une pièce privée et l'a défié en duel. Elle lui a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle le reconnaisse un jour, comme faisant partie de l'équipe après ce qui était arrivé à Gina. Brandissant ses énormes bras robotiques vers lui, elle lui a hurlé qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle ressentait pour lui depuis 40 ans. Andy a calmement répondu qu'il savait déjà qu'elle était amoureuse de lui et qu'il l'avait quand même abattue. Furieuse, Tatiana lui a asséné une rafale de coups pour libérer tout ce qu'elle avait refoulé. Dans le chaos, un de ses bras a volé vers Fuko. Andy a utilisé uniquement le haut de son corps pour protéger Fuko, tandis que sa partie inférieure a été pulvérisée par l'attaque. Tatiana a réalisé qu'elle aurait elle-même tué Fuko si Andy n'était pas intervenu. Nico lui a dit de se calmer, ajoutant que leur prochaine mission montrerait si Andy et Fuko étaient vraiment aptes à faire partie de l'équipe. À ce moment-là, Andy a soudainement vu Tatiana complètement nue. Après ça, Nico a crié à Andy d'éloigner Fuko car le véritable rôle de l'armure était de contenir la capacité de Tatiana qui pouvait anéantir une ville entière. Au lieu de ça, Fuko s'est accroché à Tatiana, pleurant en admettant que c'était elle qui avait tué Gina avec son infortune et qu'Andy ne s'était battu que pour la protéger. Fuko s'est excusé, a promis de compenser la mort de Gina d'une manière ou d'une autre et a demandé à Tatiana d'être son amie. Tatiana s'est calmée et plus tard, elles se sont serrées la main, scellant leur nouvelle amitié. De retour au présent, Andy échappe au tireur avec Fuko et Chikara et dit à Tatiana qu'il ne peut pas rester pour la soutenir. Elle lui dit de se diriger vers la surface pendant qu'elle ouvre son armure robotique. Tatiana déclare qu'elle ne pardonnera jamais à quiconque blessera sa précieuse amie et libère pleinement sa capacité. Creed tire d'autres rafales, mais les balles fondent dès qu'elle touche son armure. Alors, il change de tactique et inonde la zone de gaz toxique pour tenter de l'achever. Des années plus tôt, le jour de l'anniversaire de Tatiana, sa capacité était soudainement devenue incontrôlable. La barrière qu'elle a créée a anéanti toute sa famille et tous les environs. Horrifiée par ce qu'elle avait fait, elle a fui sans savoir où aller, jusqu'à ce qu'un groupe mafieux la recueille et tente de la vendre aux enchères clandestines. Avant qu'il ne puisse, Billy a fait irruption et a abattu tous les criminels présents. Tatiana l'a supplié de mettre fin à sa vie aussi, mais il lui a offert des collations et l'a écouté. Il a expliqué que son pouvoir formait un champ intouchable partant de sa peau et de ses cheveux, puis l'a emmené à la base de l'Union. Là, Nico lui a construit un corps robotique pour qu'elle puisse vivre sans blesser personne. Billy lui a dit qu'un jour, sa capacité serait utilisée pour protéger les gens et que lorsque ce moment viendrait, elle devrait tout libérer. De retour au présent, Tatiana étend son champ intouchable à une taille immense, détruisant complètement le vaisseau et projetant tout dans les airs. D'en haut, Andy a une ligne de mire claire sur Unrepair. Alors que lui et Fuko tombent du ciel avec leur princesse Carise, Andy tire une balle d'oie sur Unrepair. Lata dévie à nouveau la balle avec sa capacité, alors Andy continue de tirer, mais toutes sont esquivées ou redirigées. Andy se précipite, mais Unrepair se propulse avec des réacteurs sur ses jambes et reste à distance. Andy dit à Chikara qu'ils doivent en finir ici et maintenant, car s'ils font une erreur, Fuko sera morte en moins d'une heure. Il dit à Chikara d'utiliser son pouvoir. Chikara prend une profonde inspiration et active Immobile. Unrepair se retrouve soudainement bloqué en plein air, mais il réalise vite que le groupe d'Andy ne peut pas bouger non plus. Il suppose qu'ils ne font que gagner du temps. Andy tire une autre balle d'oie qui se fige aussi sur place.
Au début, Unrepair pense qu'Andy a juste manqué sa cible, mais il remarque ensuite qu'Andy tire d'un endroit hors du champ de vision direct de Chikara. Andy dit à Chikara de désactiver sa capacité. Au moment où Chikara annule Immobile, la balle suspendue s'envole et percute le dos de Lada. Andy dit ensuite à Chikara de la réactiver, mais quand ils essaient, Unrepair n'est plus devant eux. Il a disparu de leur vue. Unrepair apparaît au-dessus d'eux et utilise un artefact appelé Blade Runner pour trancher Andy en deux. Chikara essaie de le figer à nouveau, mais réagit trop tard et Unrepair envoie de multiples entailles de Blade Runner. Chikara parvient à arrêter les lames volantes avec Immobile, mais Unrepair leur rappelle calmement qu'à la seconde où Chikara clignera des yeux ou perdra sa concentration, ces entailles les couperont en morceaux. Andy dit qu'il a presque compris comment fonctionne la capacité de Lada, puis dit à Foucault qu'ils sont sur le point de tout miser sur elle, son infortune et son caractère aléatoire. À ce moment-là, Tatiana revient et étend un autre champ intouchable qui pousse leur groupe à travers les entailles gelées d'Unrepair. Unrepair éclabousse du sang dans les yeux de Chikara pour l'aveugler et lance une autre attaque de Blade Runner. Andy l'annule avec un mouvement d'épée sanglant qu'il appelle lune croissante cramoisie. Foucault embrasse ensuite Andy sur la joue et il dit à Chikara qu'ils ont à nouveau besoin de son Immobile car quelque chose d'énorme est sur le point de leur tomber dessus, un météore de l'infortune de Foucault. À ce moment-là, Unrepair coupe à nouveau Andy, l'envoyant, lui et le météore tombant, s'écraser dans la rivière. Pensant qu'Andy est fini, Unrepair se précipite sur Chikara pour l'achever. Cette fois, Chikara se ressaisit enfin et utilise Immobile à la dernière seconde, figeant Unrepair sur place. Lotta attrape Unrepair gravement blessé et le traîne dans la gueule d'une créature géante ressemblant à une baleine, disant qu'il ne mourra pas aujourd'hui. Leur groupe bat en retraite et s'échappe. Une fois parti, Foucault commence à paniquer à cause de la blessure à son estomac. Andy la rassure en montrant que son propre corps guérit à nouveau, prouvant que la négation d'Unrepair s'est dissipée. Il remercie Foucault, Tatiana et Chikara de l'avoir soutenu avec leur capacité. Après tout cela, il donne une semaine à Chikara pour décider s'il veut rejoindre l'Union ou suivre son propre chemin. Une semaine plus tard, Foucault et Andy attendent devant l'école de Chikara pour entendre sa décision. Alors qu'il reste environ 10 minutes avant la fin de leur rendez-vous, ils remarquent soudain Unrepair à proximité. Mais il est minuscule, comme une version miniature de lui-même. Foucault demande comment il est encore en vie. Unrepair explique que le tir d'Andy l'a vraiment tué, mais après sa mort, son corps a rétréci sous cette petite forme. Il dit calmement qu'il retrouvera bientôt sa taille d'origine. Andy ne prend pas la peine de répondre et lui donne juste un coup de poing au visage, le projetant à travers la zone et lui faisant sauter les dents. Même avec la bouche en piteux état, Unrepair agit étrangement de bonne humeur jusqu'à ce qu'Andy l'attrape par la chemise et grogne qu'une balle dans la poitrine n'était pas une vengeance suffisante. Unrepair s'excuse et demande ensuite à Foucault comment va sa blessure. Elle répond qu'un médecin l'a soignée et qu'elle va bien. Il lui offre ensuite un pistolet en cadeau. Au moment où Foucault le touche, une vision s'impose à son esprit, un monstre divin anéantissant le monde. Elle hurle, lâche le pistolet et exige de savoir ce qu'elle vient de voir. Andy ramasse l'arme et est frappé par la même image. Quand ils interrogent Unrepair, il leur dit nonchalamment que l'être dans la vision est Dieu. Il poursuit en disant que lui et son équipe ont décidé de régner sur le monde avant l'arrivée de Dieu, car il réalise que personne n'a vraiment une chance de le vaincre. Andy dit que leur règne ne durera pas longtemps, mais Unrepair affirme que son équipe a l'avantage, car elle est prête à avancer d'une manière que le camp d'Andy ne peut pas. Alors qu'Andy essaie encore de comprendre ce que cela signifie, il reçoit un appel de l'Union. Les membres s'affrontent déjà avec des chasseurs de négateurs à 2 endroits différents. Unrepair révèle alors enfin le nom de son groupe, Under. Il dit qu'ils vont bouleverser le monde pour le rendre juste. S'éloignant d'eux, il propose d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Si Andy et les autres rejoignent Under, Andy répond que tout ce qui existe peut être tué, y compris Dieu, et qu'il sera celui qui le fera. Une fois Unrepair parti, Andy dit avec confiance qu'ils feront équipe pour abattre Dieu. Chikara, complètement paniqué, décide qu'il se retire et tente de s'enfuir à Philadelphie, mais Andy le poursuit. Quand il remarque Foucault s'enthousiasmer pour l'apparence cool du bâtiment de l'école de Chikara, Andy dit à Chikara de leur faire visiter. À l'intérieur de l'école, Andy explique que s'ils accumulent plus de pénalités, le monde sera fini d'ici janvier. Chikara dit qu'il doit rester en vie assez longtemps pour compenser ce qui est arrivé à ses parents. Il se souvient être rentré des courses avec eux, traversant la rue et son Immobile s'activant pour la première fois. Ses parents se sont figés au milieu de la route et un camion les a percutés. Son père est mort sur le coup, sa mère a survécu à l'hôpital pendant un certain temps, mais le jour de sa mort, elle a dit à Chikara de devenir quelqu'un qui agit pour les autres. Ce souvenir fait pleurer Foucault, car elle peut comprendre ce genre de culpabilité et de perte. Chikara admet qu'il a même essayé de mettre fin à sa propre vie après avoir réalisé qu'il était la cause de leur mort. Les larmes coulant sur son visage, il dit qu'il a choisi de continuer à vivre parce qu'il croit que c'est ce que ses parents auraient d'y près voulu, et il leur dit qu'il veut rejoindre l'équipe.
Environ une semaine plus tard, Fuko et Andy traînent près du portail de l'école de Chikara, l'attendant. Pendant qu'il tuda le temps, Ryo, l'ami de Chikara, s'approche et commence à discuter avec lui de ses projets universitaires. Quand Andy dit qu'il est temps de partir, Chikara remercie Ryo pour tout et lui dit au revoir avant de monter dans la voiture d'Andy. À l'intérieur, il admet doucement qu'il veut que Ryo oublie qu'il a jamais existé. Andy demande à Nico de s'en occuper et Nico efface les souvenirs de Chikara de la mémoire de Ryo. Alors que la voiture s'éloigne, Chikara fond en larmes. Fuko dit ensuite à Andy qu'elle veut qu'il l'entraîne correctement afin qu'elle puisse aider à abattre Dieu. Andy accepte de lui apprendre à se battre. Quelque temps après, toute l'équipe de l'Union se rassemble à la table ronde et Apocalypse apparaît pour un briefing. Nous revenons dans le passé. Tatiana a un jour demandé à Billy pourquoi il portait des éperons. Il lui a dit qu'il utilisait le son qu'il produisait pour voir son environnement. Tatiana a insisté qu'il n'en avait pas besoin car elle avait promis d'être ses yeux. Il l'a apaisée en disant qu'il avait vraiment besoin d'elle. De retour au présent, Apocalypse explique que 4 grandes missions sont désormais disponibles et la 100e pénalité est en jeu. Chaque personne sur Terre peut y prendre part. Leur prochaine série de missions est clairement définie. Premièrement, ils doivent vaincre l'Uma Printemps, et s'ils y parviennent, ils obtiendront l'emplacement de l'artefact Égide. La deuxième cible est l'UMA-ET, avec pour récompense l'emplacement du négateur inchangé. La troisième mission est de capturer l'UMA Automne, et le succès ajoutera un nouvel humain nommé Fantôme au groupe. Enfin, ils doivent abattre l'Uma Hiver, et ce faisant, ils gagneront l'emplacement de l'artefact. Rappelez-vous, la date limite est décembre. S'ils échouent, la pénalité est l'apparition d'un humain nommé Révolution. Shen demande si Mui est autorisé à participer à ces missions. Juiz précise que n'importe qui, pas seulement les membres de la table ronde, est libre de participer. Billy intervient soudainement, disant que si trop d'entre eux meurent avant même d'atteindre la 101e pénalité, c'est pratiquement fini pour eux. Il dit qu'ils n'ont besoin d'abattre que 3 des 4 cibles et propose nonchalamment de leur larguer des bombes nucléaires. Tatiana s'y oppose immédiatement, disant que cela tuerait des tonnes d'innocents. Billy répond que les pertes civiles seraient tout ce qu'il perdrait et traite Juiz de naïve pour toujours chercher une solution plus propre. Il déclare qu'aucun d'entre eux n'a ce qu'il faut pour tuer Dieu. Sans avertissement, il ouvre le feu sur le groupe. La plupart esquivent, mais Ishin est touché en protégeant Phil. Andy et Shen pointent que leurs armes sur Billy, et Andy dit qu'il est maintenant assez évident que Billy est lié aux récentes attaques ennemies auxquelles ils ont été confrontés. Pendant que Nico travaille frénétiquement sur Ishin, Billy se moque de lui, alors Top lui donne un coup de pied qui lui fait sauter les dents. Billy apparaît alors soudainement, debout sur la table, et annonce que la table ronde appartient désormais à Under. Alors que le reste de son équipe arrive, chevauchant un monstre gigantesque à l'allure volcanique, Burn, Billy affirme qu'il sera celui qui tuera Dieu. Tatiana est anéantie, fixant l'homme qu'elle admirait les trahir complètement. Elle insiste que la personne qu'il voit ne peut pas être son Billy, car sa capacité incroyable est censée faire atterrir uniquement des tirs impossibles en faisant ricocher les balles. Pas toutes ces autres choses qu'il est en train de faire. Alors Unreaper l'appelle boss et tout le monde réalise que c'est bien Billy et qu'il a rejoint l'ennemi. Top se précipite sur lui avec des mouvements fulgurants, mais Billy le met à terre facilement et se soigne avec Immortel. Le reste de l'Union intervient, mais Billy utilise la capacité de Juiz pour figer leurs actions. Puis il ordonne à Burn de les repousser comme des mouches. Après qu'ils aient esquivé l'attaque du monstre, il dit à Tatiana de lui remettre sa capacité. Fuko intervient et lui tire au visage avec le pistolet artefact pour protéger Tatiana. Alors que Billy et Under commencent à se retirer, Juiz insiste sur le fait qu'ils ne peuvent absolument pas le laisser partir avec le contrôle de la table ronde où ils perdront leur seule véritable méthode pour riposter contre Dieu. Andy se porte volontaire pour arrêter Billy en utilisant l'infortune de Fuko comme arme principale. Juiz rallie tout le monde, assignant à chaque membre de l'Union un rôle spécifique pour soutenir l'assaut d'Andy et Fuko. Tatiana reçoit l'ordre de rester en attente pendant qu'Under s'éloigne sur Burn. Sur le dos de Burn, Unreaper parle avec suffisance de la facilité avec laquelle ils ont pris l'Union par surprise. Billy le coupe court, disant que ça ne restera pas facile, ils rencontreront bientôt de la résistance. Unreaper admet être surpris, leur nouveau chef s'est avéré être le 3e siège de l'Union. Puisque c'est leur première vraie rencontre, il accepte de travailler avec Billy, mais dit que son véritable intérêt est ce qui viendra après que Dieu sera abattu. Il demande à Billy s'il compte les trahir un jour. Billy répond non, expliquant qu'Under ne suit pas d'idéaux vagues comme la justice. Leur confiance vient d'un intérêt personnel partagé. Tout le monde reste uni parce que cela leur est bénéfique. Pendant que Juiz finissait de distribuer les rôles pour l'opération, Fuko a discrètement dit à Tatiana que Billy était en fait une très bonne personne. Tatiana l'a serré fort dans ses bras et a demandé à Fuko de ramener Billy pour elle. Peu après, Fuko est monté sur le dos d'Andy et il les a lancés dans le ciel vers l'escouade de Billy. Alors qu'il s'est lancé, Fuko a dit qu'il devrait d'abord se concentrer sur l'élimination de Burn, puis essayer de discuter avec Billy. Andy l'a taquiné, lui rappelant qu'elle avait littéralement tiré sur Billy au visage avec une arme il n'y a pas si longtemps.
Il a admis qu'il voulait aussi parler, car il ne trouvait pas normal que Billy construise un tout nouveau groupe juste à cause d'un désaccord sur la façon de gérer les choses. Mais il a aussi dit qu'il avait bien l'intention de lui donner une raclée pour avoir fait pleurer Tatiana. Une fois qu'Andy a repéré Burn, il a vérifié auprès de Juice que tout était prêt de son côté. Après qu'elle ait confirmé, Andy a de nouveau décollé avec Foucault, les propulsant haut au-dessus de Billy et Under. Billy les a remarqués tout de suite et a essayé d'utiliser Injustice. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Andy lui a tranché le cou tandis que Foucault lui a donné un baiser sur la joue pour déclencher Infortune. La tête d'Andy a alors jailli et a volé droit dans la gueule ouverte de Burn et Foucault a averti tout le monde qu'une énorme explosion d'Infortune arrivait alors qu'Andy tombait dans l'estomac de la créature. À ce moment-là, Burn a été frappé par une énorme décharge d'électricité et l'un des scientifiques de Nico a gelé le monstre en utilisant les systèmes de refroidissement de la base. Billy a calmement dit que cela ne ferait que retarder Burn car son corps entièrement développé se régénérerait de toute façon bientôt. Foucault a averti qu'une autre vague d'infortune était en route et les scientifiques ont enchaîné en poignardant Burn avec une énorme arme spécialisée. Tout le monde a commencé à applaudir pensant que Burn était enfin vaincu jusqu'à ce qu'il réalise soudainement que Tatiana était introuvable. Andy a asséné un énorme coup de poing à Billy, mais Billy a simplement réparé son coup brisé en utilisant la propre capacité immortelle d'Andy. Andy a demandé à Foucault de lui lancer les armes qu'elle portait. Billy a ensuite commencé à se déplacer rapidement sur le champ de bataille avec la vitesse écrasante de Top, assénant un coup de pied à Andy. Bien qu'Andy ait réussi à trancher la jambe de Billy, à l'instant où ils sont entrés en collision, Billy a immédiatement régénéré le membre et a utilisé Injustice pour forcer Foucault à quitter la plateforme. Andy a plongé après elle, et en tombant, il a compris que la véritable négation de Billy était de copier les capacités des autres. Au même moment, Burn a soudainement recommencé à bouger. Voyant Burn revivre, Juice a vérifié le statut d'Andy et Foucault. Elle a été stupéfaite quand Tatiana a rapporté qu'elle était déjà dans les airs, volant droit vers Billy en les portant tous les deux. Quand Juice lui a rappelé que son ordre initial était de rester en attente, Tatiana a dit qu'elle devait parler à Billy quoi qu'il arrive. Juice a répondu que toute l'opération dépendait désormais de savoir si Tatiana avait encore des sentiments pour lui. Quand Tatiana, Andy et Foucault sont revenus sur la plateforme, Tatiana a essayé d'atteindre Billy avec des mots, mais il l'a repoussée, lui a dit qu'elle ne signifiait rien pour lui, puis a utilisé Injustice contre elle. Tatiana étend soudainement son champ intouchable et projette Billy directement contre le mur, le clouant assez longtemps pour que Foucault attrape Apocalypse. Andy menace de tuer Apocalypse sur le champ, afin qu'Under ne puisse plus obtenir de récompense de quête, mais Apocalypse se libère en inondant l'esprit de Foucault d'horribles visions. Pendant qu'elle est stupéfaite, Phil parvient à s'accrocher à Apocalypse à la place. Billy leur dit qu'ils peuvent garder le livre pour l'instant, mais qu'il prendra quelque chose appelé Arc, puis il se retire avec son équipe. Une fois Under parti, Juice rassemble tout le monde. Ils se regroupent à l'endroit dévasté où se trouvait autrefois la table ronde. Avec Apocalypse maintenant enfermé et vociférant sans arrêt sur toutes les façons dont il compte les tuer, Juice demande à Nico un rapport de situation. Il dit que les choses ne se sont en fait mieux passées que prévu. S'ils avaient de continuer à se battre au lieu de voler Apocalypse pour forcer un match nul, les dégâts auraient été bien pires. Juice vérifie ensuite si Foucault va bien et Nico confirme qu'elle se rétablira à temps. Andy prend la parole et dit qu'il a l'impression que quelque chose ne va pas depuis qu'il a entendu le plan de Juice lorsque Galaxy a été ajouté comme pénalité. À l'époque, l'idée de Juice était d'envoyer tout le monde accomplir les 3 premières quêtes et d'accepter simplement Galaxy comme punition afin qu'ils puissent se concentrer sur le renforcement de leurs forces. Maintenant que le Ragnarok est proche, Andy dit que ce plan n'a pas de sens. Shen ajoute qu'il a aussi été méfiant, surtout après avoir vu à quel point Juice semblait familière avec Victor lorsqu'ils se sont battus, comme s'ils se connaissaient tout déjà bien. Il souligne qu'Andy n'a pas laissé Victor sortir depuis près de 200 ans. Pourtant, Victor savait déjà que Galaxy existait avant que la règle ne soit officiellement créée, comme s'il avait vécu dans un monde où Galaxy était déjà là. Nico mentionne ensuite que Billy parlant d'un arc le dérange aussi, car la base de données de l'Union n'a aucune trace d'un artefact portant ce nom. À ce moment-là, Juice retire son casque et leur dit qu'elle n'utilise Injustice sur personne. Elle fait alors la grande révélation. Le monde dans lequel ils vivent est coincé dans une boucle. Tout est détruit par Dieu, puis reconstruit. Encore et encore, l'Union, dit-elle, a été formée pour mettre fin à ce cycle. Tout le monde est stupéfait, mais Foucault réalise que les images qu'elle a vues à travers le pistolet artefact étaient des scènes d'avant la réinitialisation du monde. Juice dit que ce que Foucault a vu était essentiellement un enregistrement de ses propres échecs, et c'est pourquoi elle a rassemblé de puissants négateurs pour enfin tuer Dieu. Andy demande pourquoi elle est la seule à se souvenir de tout cela. Juice explique qu'elle a utilisé l'arche pour vivre les boucles directement. Quand Andy demande des preuves, elle dit qu'elle expliquera exactement comment le monde se termine et redémarre. Premièrement, la planète entière est pulvérisée. Ensuite, un nouveau monde est formé tandis que des morceaux de l'ancien restent flottants dans l'espace. Elle dit à Foucault que les météorites qui tombent là chaque fois que l'infortune de Foucault se déclenche sont en fait des fragments de cet ancien monde. Foucault est choqué car cela contredit complètement tout ce qu'elle a appris en cours de sciences.
Comme preuve personnelle, Juiz mentionne nonchalamment qu'Andy a un grain de beauté sur son oreille droite, quelque chose qu'elle ne pourrait savoir qu'en ayant été extrêmement proche de lui dans une autre boucle. Cela fait réaliser à tout le monde qu'elle et Victor ont eu une relation amoureuse. Andy comprend tout, Victor ne peut pas mourir même à la fin du monde, il survit donc à chaque réinitialisation, et Juiz utilise Ark pour le contacter et travailler avec lui à travers les boucles temporelles. Juiz explique qu'il n'y a que deux façons d'échapper aux règles de Dieu, soit Andy meurt, soit il tue Dieu. Elle suppose que la trahison de Billy a commencé parce que des informations sur la boucle lui ont été divulguées. Se sentant responsable, elle décide de se racheter en se donnant la mort. Les autres l'arrêtent aussitôt, lui disant qu'ils lui font toujours confiance et refusent de la laisser se sacrifier. Ishin installe alors une nouvelle table ronde et un par un, ils s'assoient tous ensemble, choisissant de continuer à se battre sous la direction de Juiz. Pendant la réunion stratégique, Juiz a déclaré que leur prochain grand objectif était de retrouver Billy, d'écraser Under et de récupérer tout ce que ce groupe leur avait pris. Elle a confié à Andy et Foucault une mission spéciale, enquêter sur un certain manga et découvrir s'il enregistrait vraiment le passé et le futur de leur monde, prétendument écrit avec l'aide de Juiz. Elle a sorti un livre de son manteau et Foucault a failli tomber à la renverse. C'était un volume de Boku no Pico qu'elle considérait personnellement comme un chef-d'œuvre. Puis Juiz a sorti une autre série, un manga à la Blue Lock, une contrefaçon sur une équipe de foot spatial qui prévoyait de faire exploser une école, mais le tir en spirale de justice du capitaine a détruit tous les buts et sauvé tout le monde. Foucault a remarqué que l'histoire était étrangement similaire à la façon dont Juiz avait anéanti la flotte extraterrestre lorsque la règle de la galaxie s'était activée. Juiz a étalé plusieurs autres volumes de manga et a dit qu'il devait les étudier en profondeur car chacun pourrait être lié à une bataille passée différente. Foucault a souligné que personne ne savait rien de l'auteur mystérieux derrière toutes ses œuvres. Juiz a ensuite expliqué que les mangas étaient dessinés à l'aide d'un artefact appelé Jinner et que tout ce qui était créé avec lui n'était pas affecté lorsque de nouvelles règles étaient ajoutées. Cela signifiait que les pages originales ne seraient pas modifiées par l'unification linguistique et seraient toujours écrites en japonais. Juiz a dit à Andy et Foucault qu'elle voulait deux choses, l'état du brouillon original et toute information qu'il pourrait trouver sur l'auteur Anno. Andy a deviné que la clé se trouverait à la maison d'édition et a décidé qu'il s'y infiltrerait en soumettant un manga romantique absolument génial. Un peu plus tard, Andy et Foucault ont été conduits dans un atelier spécial par l'un des subordonnés de Nico. Foucault a vite réalisé qu'elle en savait encore moins sur la création de manga que l'auteur de Tokyo Revengers. Andy a lancé un programme conçu pour aider à la création de manga et l'a tellement encouragée qu'elle a finalement trouvé l'énergie de commencer à dessiner. Pendant que Foucault travaillait, elle a dit à Andy qu'elle pensait que si elle comprenait mieux ses émotions, elle pourrait déclencher des déverrouillages bien plus importants. Plusieurs boissons énergisantes plus tard, une quantité vraiment malsaine, elle a terminé son tout premier brouillon de manga. Andy était vraiment impressionné et a pris le relais pour en faire des storyboards corrects. Juste à ce moment-là, Mui et Miko sont arrivés pour aider et tout cela s'est transformé en une véritable fête de production de manga quand Tatiana s'est jointe à eux aussi. Les heures passèrent dans le chaos et la caféine. Finalement, Andy a dit à Foucault qu'il avait terminé les storyboards et Foucault et les autres sont passés en mode turbo, dessinant page après page à une vitesse folle. Plus tard, Juiz a également rejoint la session de dessin. Pendant qu'il travaillait, Foucault a demandé pourquoi aucun des mangas ne faisait allusion à la trahison de Billy. Et elle a aussi souligné des lacunes étranges dans la narration qui ont fait suspecter à Juiz que l'auteur avait délibérément omis certains événements. Foucault s'est pratiquement transformé en statue de glace sous le choc pur en voyant à quel point les compétences artistiques de Juiz étaient divines. Malgré tout, elle a persévéré et a continué à travailler pendant plusieurs heures encore jusqu'à ce qu'elle termine enfin le manga. Elle lui a donné un titre qui résumait tout, Undead Unluck. Le lendemain, Foucault a apporté son manga à un éditeur. L'éditeur l'a d'abord démoli avec de dures critiques, mais à la fin, il a accepté de le soumettre pour le concours. Après cela, elle a conduit Foucault à une salle de stockage où était conservé le manga original qu'il cherchait. Tandis que l'éditrice parlait nonchalamment des arcs narratifs inédits, les membres de l'Union ont réalisé que la série était littéralement liée aux événements actuels et même futurs de leur monde. Juiz a immédiatement ordonné à tout le monde de retrouver Anno avant qu'Under ne l'atteigne car ils avaient besoin d'informations sur ce qui allait arriver. Un instant plus tard, Foucault a remarqué l'éditrice, Toyoka, au téléphone avec Anno, alors elle a demandé à lui parler directement. Toyoka a hésité, mais Andy l'a effrayée pour qu'elle lui donne le téléphone. Foucault a dit à Anno qu'elle voulait la rencontrer en personne et Anno leur a dit de venir au Canada où elle séjournait. Pendant le vol, Andy a savouré un repas chic et a dit à Foucault qu'il trouvait l'auteur super suspecte. Pendant 20 ans, elle n'avait contacté les éditeurs que par des appels téléphoniques silencieux et des lettres. Il a également mentionné que l'Union avait eu du mal à attraper cette mangaka masquée et a dit qu'il était absolument déterminé à la coincer cette fois-ci. Quelques heures plus tard, Andy et Foucault sont arrivés au parc au Canada où ils devaient la rencontrer. Foucault a remarqué que la saison était l'automne et que les arbres changèrent de couleur. Ils se sont assis sur un banc, mangeant du McDonald's et discutant de leur plan pour attraper l'auteur, complètement inconscient qu'Anno était déjà derrière eux, lisant tranquillement leur manuscrit.
Elle a soudainement pris la parole et a demandé s'il voulait savoir pourquoi Billy les avait trahis, comment vaincre les Yumei, la vérité sur le passé d'Andy, et même comment tuer Dieu. Elle a dit qu'elle pouvait leur dire, mais que cela aurait un prix. Juste à ce moment-là, un groupe d'Umas de type araignée est apparu autour d'elle, mais elle est restée calme, disant que c'était leur territoire. Elle leur a dit qu'ils étaient sur le point de combattre Uma Autumn et que s'ils le battaient, ils en sortiraient certainement plus forts. Elle a annoncé le début de l'arc de l'automne, mais quand les araignées Tompolizai ont essayé d'attaquer, elles ont juste explosé en flaques de Slim, la laissant agacée par leur faiblesse. Andy a pointé son épée sur Anno et a exigé de savoir si elle pouvait vraiment voir l'avenir. En un clin d'œil, elle se tenait juste devant Fuko, lui disant que l'automne arriverait bientôt. Un cri a retenti, et malgré l'avertissement d'Anno de ne pas y aller, Fuko a couru vers le son. Elle a fini par revivre le souvenir douloureux de la mort de son professeur zombie pendant leur bataille contre Spoil. Peu de temps après, tous les trois ont atteint une berge où Uma Autumn et ses sbires attendaient de l'autre côté. Anno a expliqué que cette Uma se nourrit des histoires de vie des gens. Elle transforme la tête d'une victime en livre, parcourt son autobiographie, puis la mange. Ils ont regardé Autumn transformer la tête de quelqu'un en livre, en lire un peu, puis la dévorer. Autumn a exigé une histoire rare, plus intéressante, et a envoyé ses monstres araignées les charger. Andé est parti avec Fuko sur son dos, coupant à travers un tas d'Umis araignées, puis a tiré une balle droit sur Autumn. Le tir d'Andy ne fait rien à Uma Autumn. Au lieu de cela, Autumn transforme la jambe d'Andy en une pile de livres, alors Andy la coupe simplement et en fait pousser une nouvelle. Pendant ce temps, Anno se tranche son propre bras gauche et le remplace par une version dessinée du bras d'Andy qu'elle a créé, puis déchaîne un énorme barrage de balles d'oie sur Autumn. Autumn se régénère comme si de rien n'était, alors Anno attrape Andy et Fuko et s'échappe avec eux sur un engin volant avant qu'un repère ne puisse apparaître. En chemin, elle leur dit qu'elle ne peut pas faire repousser sa vraie main gauche car elle ne peut avoir qu'une seule de ses créations dessinées actives à la fois, mais ce n'est pas grave puisqu'elle n'a pas besoin de ce bras pour faire des mangas. À sa base, Anno dessine une griffe d'Uma Autumn et dit que cela aidera à renforcer Andy en le reliant directement à son passé. Elle le frappe avec la griffe dessinée et Andy se transforme en un livre gigantesque qui s'étend au-delà de l'atmosphère. Fuko est stupéfaite de sa taille immense et Anno explique que c'est si grand parce que la part de l'histoire de vie de Victor est également incluse, c'est dire depuis combien de temps il existe. Fuko demande si elle est censée tout lire pour apprendre le passé d'Andy, mais Anno dit qu'il y a un moyen plus rapide, il suffit d'entrer à l'intérieur. Utilisant un artefact appelé Soul Calibur, elle transforme Fuko en une version spirituelle d'elle-même, puis remodèle cet esprit en une sorte de balle et l'attire directement dans le livre de souvenirs d'Andy. Fuko se réveille dans un désert aride et réalise qu'elle erre à travers les souvenirs d'Andy. Un cow-boy essaie soudainement de lui tirer dessus, mais une version passée d'Andy la sauve d'un tir rapide. Quand elle l'appelle Andy, il ne reconnaît pas le nom. Son partenaire Josh attrape Fuko et exige de savoir pourquoi elle essaie de séduire son capitaine. Fuko passe à un anglais approximatif, se présente et dit qu'elle sait ce qui se passe dans son futur. Le cow-boy Andy l'emmène dans un bar tenu par une femme dont ils ont sauvé la fille et ils boivent ensemble jusqu'à ce que Josh s'évanouisse. Plus tard, Fuko demande à rejoindre l'équipage d'Andy. Il lui donne un test de courage qu'elle réussit facilement parce qu'elle lui fait tellement confiance. Juste après cela, des cow-boys ennemis attaquent. Les coéquipiers d'Andy se jettent devant les balles pour protéger Fuko et finissent par mourir. Cela pousse Andy à bout, il devient fou avec des haches, anéantit le gang ennemi et accepte finalement qu'il est vraiment un mort-vivant. Le lendemain, ils enterrent de son équipage tombé au combat. La propriétaire du bar se blâme d'avoir attiré l'ennemi là, mais Andy lui dit de verser du whisky sur leur tombe une fois par an jusqu'à sa mort, ce sera suffisant. À partir de là, Andy et Fuko voyagent ensemble pendant des années, combattant toutes sortes de vauriens. Ils gagnent finalement de nouveaux Ash et Kamas, qui ne croient pas que Fuko contrôle réellement la malchance. Pour le prouver, elle fait accidentellement renverser de la bière sur eux par la serveuse. Plus tard cette nuit-là, Fuko rencontre Andy au bord d'une rivière et ils ont une conversation calme et sérieuse sur la mort. Andy lui dit qu'il est temps pour elle de passer à une couche plus ancienne de ses souvenirs. Alors qu'elle commence à s'estomper, les larmes aux yeux, elle promet qu'elle l'embrassera à l'avenir. Elle réapparaît ensuite devant un bâtiment d'une période encore plus ancienne de sa vie. Là, Victor apparaît et lui dit de partir. Fuko refuse, disant qu'elle veut en apprendre plus sur le passé d'Andy, et elle essaie de tirer sur Victor, mais il apparaît instantanément derrière elle et dit qu'il va la tuer. Quand elle demande pourquoi, il répond que c'est parce qu'il ne veut pas qu'elle fouille à nouveau dans ses souvenirs et parce que s'il se débarrasse d'elle, il pourra enfin effacer la dernière chose qui l'empêche de prendre le contrôle de leur corps partagé. Fuko abandonne et il lui tire dessus avec une balle d'oie. Elle se réveille dans une autre période, seulement pour que Victor apparaisse et la tue à nouveau. Après qu'elle réapparaisse dans une autre ère encore, elle essaie de courir, mais Victor la piège dans son domaine et attaque jusqu'à ce qu'Andy plonge, tire un coup de poing roquette et fasse exploser Victor. Fuko et Andy se retrouvent en larmes.
Victor se régénère devant eux et dit que son plan est de prendre le contrôle total en détruisant Foucault. Andy lui dit qu'il la protégera avec tout ce qu'il a, car il sait que son futur lui a besoin d'elle. Victor répond par une tempête de balles d'oie. Andy esquive et ils s'affrontent avec des lames de sang jusqu'à ce que Victor tranche les pieds d'Andy. Andy se régénère et il continue d'échanger des attaques sanglantes. Andy dit alors à Foucault de le lâcher pour qu'il puisse utiliser pleinement son déverrouillage contre Victor. Foucault l'embrasse et s'enfuit et Andy libère le déverrouillage qu'il a stocké dans son doigt, l'utilisant pour faire exploser Victor. Après que Victor se soit reformé, Andy le projette au loin avec un coup de poing détaché et rotatif qui l'envoie voler droit dans un avion en approche. Après ce coup, il scelle la tête de Victor à l'intérieur d'un conteneur spécial. Foucault dit à Andy qu'elle veut parler directement à Victor et dès qu'elle dit cela, Victor sort de la capsule. Plus tard, Foucault demande à Victor ce qu'il était vraiment pour Juiz. Il explique que lui et Juiz ont essayé maintes et maintes fois de battre Dieu et ont échoué à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle commence à utiliser Arc pour se boucler à travers le même monde encore et encore. Il dit qu'il voulait la tuer parce qu'il ne supportait pas de voir la femme qu'il aimait continuer à souffrir ainsi. Avant de partir, il dit à Foucault qu'un jour, elle deviendra assez forte pour atteindre Dieu. Après sa disparition, Andy embrasse Foucault et cela la ramène au présent. De retour dans le monde réel, Anno dit à Foucault qu'Andy vit toujours une autre vie à l'intérieur de ses souvenirs et que traverser tout cela rendra son cœur plus fort. Quand Anno sent Unrepair et Lada arriver à sa cachette, elle dit qu'elle les tuera s'ils essaient de perturber leur plongée mémorielle. Unrepair attaque avec Blade Runner, mais Anno le dévie. Il dit qu'il veut apprendre l'avenir de ses mangas et demande pourquoi elle risque sa vie pour eux, puis envoie une entaille plus forte qui lui coupe le bras droit. Des années plus tôt, Anno avait trouvé l'artefact Jinner posé sur le sol. Au moment où elle l'a touché, elle a vu des scènes du passé et du futur de la boucle temporelle actuelle et est devenue super excitée. Alors elle a commencé à tout dessiner sous forme de manga. Quand elle a couru pour montrer à sa mère, elle a réalisé que sa mère ne pouvait pas la voir du tout. Ce fut le moment où elle s'est éveillée en tant que négatrice. Elle a pleuré en regardant sa mère errer dans la maison, la cherchant désespérément. Un jour, elle a vu sa mère prier, disant qu'elle espérait qu'Anno était vivante quelque part, dessinant joyeusement des mangas comme avant. Alors Anno a repris Jinner et a continué à dessiner, espérant qu'un jour elle rencontrerait les membres de l'union de ses pages futures qui lui ont donné du courage. Elle a finalement terminé son premier manga romantique et il a été sérialisé tout de suite, ce qui l'a rendue incroyablement heureuse. Peu de temps après, elle est allée dans une forêt et a vu Andy s'entraîner avec une fille, pratiquant des techniques d'épée près de l'eau. Elle a essayé de le serrer dans ses bras, mais son corps est passé à travers. Il n'était qu'un moment enregistré de la chronologie. Elle l'a ensuite regardé rejeter cette fille de la manière la plus dure qui soit, après qu'elle lui ait avoué ses sentiments. Les aperçus d'Anno du futur montraient que les héros perdraient, parce qu'Andy et Foucault mourraient tous les deux. Elle a réalisé qu'elle pouvait écrire des événements futurs dans son manga, et peut-être modifier le résultat. Dans le présent, Andy sort de sa forme de livre géant et tranche un négateur caché à l'intérieur du mur. Foucault est bouleversé de voir Anno allongé là, brisé et en sang, mais Andy la pousse à se concentrer sur le combat qui arrive. Dehors, Foucault attrape Lota un instant, mais Lota parvient à arracher le pistolet de Foucault et glisse ensuite du toit. Foucault supplie Unrepair de faire équipe avec eux, mais il refuse. Il veut Arc pour pouvoir empêcher la mort prédestinée de Lota. Lota revient, chevauchant Uma Autumn, et Unrepair et Foucault transforment cela en une course, chacun sprintant vers Autumn avec leur partenaire sur le dos pour voir qui peut l'achever en premier. Alors qu'ils se précipitent, Anno dit à Andy et Foucault qu'elle est sûre qu'ils peuvent battre Autumn cette fois. Andy et Unrepair envoient tous deux de puissantes entailles aux monstres, mais Autumn les ignore simplement. Andy réduit la distance et frappe à bout portant, mais Autumn se régénère instantanément, et les attaques d'Unrepair ne laissent aucune marque non plus. Autumn tire des enveloppes ressemblant à des livres sur Andy, mais il les esquive. Anno leur crie de le retenir aussi longtemps qu'ils le peuvent, pendant qu'elle utilise Jinner pour dessiner l'artefact le plus puissant possible, un qui, selon elle, est garanti de vaincre Autumn. Unrepair et les autres ne croyaient pas vraiment à l'affirmation d'Anno concernant un artefact de victoire assurée. Ils ont décidé de laisser Andy se débattre avec Uma Autumn, puis d'intervenir à la dernière seconde et de lui voler la victoire. Pendant qu'elle les regardait se battre, Anno a tranquillement commencé à parler à sa défunte mère, présentant tout le monde, y compris Unrepair, qu'elle appelle Rip. Elle dit qu'il était autrefois gentil et cool, mais après avoir perdu quelqu'un de précieux, il a enterré cette partie de lui-même. Anno termine ensuite de dessiner un artefact et l'utilise pour rendre à Rip son corps d'adulte. Rip demande immédiatement pourquoi elle l'a utilisé, car il sait que cela fait vieillir l'utilisateur 10 fois le temps qu'il a rembobiné. Anno est déjà vieille et épuisée. Alors qu'il s'approche d'elle, elle lui dit d'utiliser son pouvoir pour capturer Autumn, puis son corps se transforme en une petite orbe lumineuse.
Voyant ce Kano à sacrifier, Fuko se souvient comment les mangas d'Ano l'ont aidé à survivre les années après avoir perdu ses parents et grands-parents. Pendant qu'Andy continue de se heurter au monstre, Rip demande qui est vraiment Ano et pourquoi ils se battent d'aussi fort pour son plan. Fuko explique tout ce qu'Ano a fait pour eux et dit que ces étapes sont nécessaires s'ils veulent battre Automne. Les UMA araignées d'Automne fusionnent soudainement dans son corps principal, le transformant en une forme encore plus forte. Il piège Andy à l'intérieur d'un livre et s'apprête à l'achever, mais Rip se précipite et écrase Automne avec un coup de pied brutal qui laisse une blessure qu'il ne peut pas guérir. Tous les 6 se battent alors ensemble comme leur propre version déjantée des Avengers. Andy et Rip combinent leurs mouvements et déchirent le corps d'Automne exposant son noyau. Andy tire une balle déverrouillée qui fait exploser le corps et Lada attrape le noyau avant qu'il ne puisse se régénérer. Après le combat, Fuko remercie Rip de les avoir aidés et lui demande de rejoindre leur camp. Il la rejette, disant qu'il prévoit toujours de voler Arc pour ramener la personne qu'il a perdue. Andy mentionne qu'Ano est aussi une négatrice avec une capacité appelée inconnue. Une fois qu'Under est parti, Fuko s'allonge sur l'herbe à côté d'Andy, enfin capable de respirer un instant, et c'est tout. Pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, regardez la vidéo suivante et je vous retrouve dans la prochaine.